Bienvenue dans Sous le tapis, où l'on parle sans tabou de santé mentale. Nous sommes convaincus que prendre soin de soi est le premier pas pour transformer notre société. Nous, C'est qui? C'est Margot Damin, podcasteuse et rédactrice spécialisée en bien-être psychique. Et Adrien Cortoun, artiste dramatique, pédagogue et thérapeute. Tous les deux passionnés de psycho, on a créé Sous le tapis, le média qui rend accessible le bien-être psychique et donne envie aux gens de prendre soin d'eux et de leurs proches. Podcast, mais aussi articles de vulgarisation scientifique, il y en a pour tous les goûts. Bonne dégustation! Et aujourd'hui, je suis aux côtés de Raphaël qui a répondu présent à mon invitation pour parler avec courage et sensibilité de dépression et de déni. Bonjour Raphaël. Bonjour Marco, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc Raphaël, il y a quelques années, tu tombes amoureux d'une femme. À ce moment-là, tu es déjà en couple, mais un jour, tu décides de quitter la personne avec qui tu es pour vivre cette nouvelle histoire d'amour. Donc jusque-là, tout va bien. Et pourtant, cette rupture amoureuse est aussi une rupture totale avec ta vie d'avant. C'est un moment qui va être décisif, mais aussi bouleversant pour toi, car c'est le début d'une intense remise en question et d'une profonde dépression. Que s'est-il passé? C'est une bonne question que je me suis posée longtemps. On peut y mettre des mots, hein, on peut parler de dépression amoureuse. Donc la dépression, c'est un sujet pas facile, hein. J'ai pas pu parler avec des personnes, des amis qui ont aussi eu une dépression, qui s'apparentait pas exactement à la mienne. Mais c'est vrai que le pilier de ma vie, je me suis rendu compte à ce moment-là, que c'était cette relation longue, 12 ans de vie commune. Une personne pour qui j'avais, quitté mon pays, même mon premier travail pour pouvoir être près d'elle, et donc j'ai ressenti un énorme vide et j'ai ressenti surtout beaucoup de culpabilité, et je crois que c'est vraiment ce sentiment de culpabilité qui m'a rongé, qui m'a donné de l'anxiété, et ce qui a débouché sur, des insomnies et une dépression. Culpabilité, en fait, d'avoir quitté cette personne avec qui tu avais vécu 12 ans pour une autre, c'est ça? Tu parles de cette culpabilité-là? Oui, je crois qu'il y a un poids, à porter quand on quitte une personne. Peut-être peut-être que c'est une prérogative, quelque chose qui se fait pas, qui est mal vu encore. En tout cas, moi, c'est vrai que j'avais envie d'une relation longue qui dure toute la vie. Donc moi-même, je m'étais mis cette pression sur les Mmh. épaules. J'avais ces attentes. Or, c'était moi-même qui mettais un terme à ça, qui envoyait tout valser d'une certaine manière. Quand on quitte une personne, on sait ce qu'on quitte, on a une bonne idée de la personne qu'on quitte, de tout ce qu'on avait, mais on ne sait pas ce qu'on va y gagner. Mmh. C'est surtout ça le problème, donc on peut très vite, regretter, et puis surtout, vous faites du mal, en fait, à la personne. Une rupture, c'est jamais facile, et donc voir mon ex souffrir, ça a été très dur pour moi. Mmh. C'est ça qui était, je pense, le plus dur, et donc effectivement, il y a tout un travail de pardon à faire et savoir se pardonner, même si la personne en face vous pardonne à terme, mon ex en l'occurrence, c'est autre chose de se pardonner, de vraiment, tourner la page. Donc tout s'est entremêlé, je pense qu'il y avait pas que la rupture, amoureuse en jeu. Ici, il y avait sans doute, des démons peut-être du passé qui sont remontés à la surface. Ça m'a renvoyé, je pense, à ma propre enfance, et en l'occurrence à la séparation de mes parents, je crois. Et donc, Mmh. ça a été très difficile quand on est dans cet état émotionnel, c'est difficile d'avoir du recul et d'analyser le pourquoi, et je suis pas sûr que c'est même le moment. Je crois que quand on est comme ça, dans cette traversée du désert, on a besoin déjà de se refaire une santé parce qu'on dort pas bien, on a de l'anxiété chevillée au corps, et donc pas facile d'être gentil avec soi-même et d'être patient quand on est, en plus dans un état de culpabilité, Mmh. prononcé. Mais donc c'est vrai qu'en fait, en t'écoutant, Avel, c'est vrai que j'entends vraiment ce sentiment d'être fautif chez toi, de t'en vouloir énormément de ce choix que tu fais. Quand tu m'as raconté ton histoire, le choix était quand même assez réfléchi, hem
Et on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y ait peut-être de la culpabilité, il y ait un temps long de remise en question. Mais avec le recul, comment tu expliques que cet événement a été un événement comme déclencheur d'une dépression? Parce qu'on parle quand même d'une dépression, c'est quelque chose de fort, en termes d'émotions, en termes d'état, psychique et corporel. Avec le recul, comment tu en es venu en fait? Pourquoi cette dépression finalement? Je pense qu'il y avait une fatigue mentale, avant même que je me mette en couple avec cette personne, parce que j'étais quelqu'un qui s'interdisait un peu le bonheur. Ça paraît dur, à dire, mais j'étais tout le temps dans une sorte d'hypervigilance où j'étais très, concerné par le bien-être des autres. Du coup, je m'oubliais assez souvent et j'avais mis sur un piédestal évidemment la relation avec cette personne et donc cette dépression, elle était un peu en embuscade, elle était prête à surgir et quand il y a eu cette rupture amoureuse, tout d'un coup, notre identité est mise à mal. Parce que moi, mon identité, j'étais pas quelqu'un qui était très porté sur sa carrière ou sur le sport ou sur, oui, j'avais des hobbies, je suis quelqu'un de très social qui aime passer du temps avec ses amis, mais mon couple était vraiment au centre de ma vie et donc forcément, avec cette rupture, je remets, en question même mon identité quelque part Mmh. et on a besoin d'avoir à minima confiance et se sentir bien avec son identité pour pouvoir, naviguer dans ce monde et je crois que c'est là où la dépression peut intervenir. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'arrive plus à vivre avec l'identité qu'on s'est créée, qu'on a choisie et donc on a un moment de latence comme ça. On a un moment où on n'est pas confortable avec soi-même, où on se déteste même. Pendant longtemps, j'avais associé la dépression à une forme d'haine de soi, de mécontentement. Je moi, je m'autorisais pas à être heureux, parce que j'avais fait du mal à la personne que j'aimais le plus au monde et donc c'était très dur mentalement de gérer ça et je crois que c'est une erreur parce que, bah, la culpabilité, c'est un gouffre, sans fond et ça peut vraiment vous faire du mal. Enfin, vous pouvez, aller très loin dans la morosité et la noirceur et je crois que c'est pas la peine en fait, j'ai l'impression que l'humain est la seule espèce sur terre à se faire payer 1000 fois ses erreurs. C'est-à-dire Mmh. qu'un animal, il fait une erreur, il apprend, il passe à la suite, il continue, il va pas rester dans son lit toute la journée. Il vit, il a besoin de vivre. Donc j'ai beaucoup réfléchi en fait sur, le fait que tout d'un coup, en perdant cette identité, j'en retrouvais une autre qui était celle un peu du dépressif et je me confortais dans ce mélodrame. Donc il y avait quelque chose de très vicieux, une sorte de cercle vicieux et donc Donc en fait c'est mmh. pas facile de s'en sortir aussi parfois pour ça, parce que je pense que tout devient routine. Tout ce qu'on fait, de façon répétée devient pour notre cerveau une routine, même si c'est dur, même si c'est inconfortable, même si c'est une dépression. Mmh. C'est l'idée que Tu veux dire je tu veux dire que dans ton cas, en fait, déjà la dépression était, elle apparaît parce qu'en fait avec cette rupture, tu remets en question ces 12 années de relation et l'identité que tu t'es construite à travers cette relation, ce faux self peut-être que tu avais, ces faux semblants. Mais en plus de ça, tu avais la culpabilité, de mettre fin à une relation alors que tu t'étais interdit de le faire, sûrement parce que tu avais souffert, toi-même de la séparation de tes parents et en plus, avec cette perte d'identité, tu es allé peut-être inconsciemment chercher une nouvelle identité à travers cette posture du dépressif, en tout cas via cette dépression, ce qui te confortait dans un mal-être. Si je devais résumer, il y a un petit peu oui, oui, ce c'est cheminement chez toi? oui, oui, c'est très bien résumé et c'est vrai que quand on est en couple, et ben, on se sent, si tout va bien, c'est pas toxique évidemment, on se sent aimé, on sent qu'on a une raison d'être, on a une sécurité émotionnelle, mais aussi, matérielle, financière, faut le dire, hein. Si son couple, c'est plus facile à 2 souvent, c'est ce qu'on se dit, du moins. Donc forcément, bah, quand on se retrouve tout seul après des années, à être, accompagné par une compagne ou un compagnon, forcément ça fait bizarre. Ça fait, Mmh. c'est-à-dire que vous pouvez même être en colère contre vos parents, heu, être dans une fuite en avant où vous changez de pays, ce qui était mon cas. Je suis allé vivre en Espagne. Si ça se passe bien avec votre couple, vous êtes tout feu tout flamme, vous avez l'impression qu'en fait, rien ne peut vous arrêter. Vous avez votre couple de toute manière, donc ça va. Vous avez votre compagnon des 400 coups. On part à l'aventure et c'est pas grave. Mais c'est dangereux parce que ça nous empêche de regarder ce qu'on n'a pas réglé,
à l'endroit de notre Mmh. enfance et avec nos parents. Or, c'est grâce à cette dépression et à la suite de cette rupture que je me suis rapproché de ma mère et de mon père avec qui Mmh. j'étais en froid. Donc, la dépression amoureuse, c'est quelque chose d'ailleurs, je pense, qui est commun à beaucoup de personnes, hein. On a une forme de dépendance affective et quand on a une rupture après une longue relation, on a investi beaucoup de temps et d'énergie et parce qu'on aime la personne, il faut pas croire qu'on quitte une personne parce qu'on l'aime plus. C'est pas aussi simple que ça. Si ça l'était, dans ce cas-là, les ruptures, ça serait comme des ruptures conventionnelles, ça serait simple, quoi. On signe un papier, c'est fini. Bah, écoute, je te souhaite, ouais et puis ce qu'il y a eu de bien quand même dans mon cas, c'est que j'ai su garder contact avec, mon ex et qu'on a créé quand même une relation, cordiale, même presque d'amitié, tout en se donnant quand même de l'espace pour se reconstruire parce que voilà, c'est une personne que vous le vouliez ou non qui compte pour Mmh. vous et donc Ouais. c'est souvent d'ailleurs assez perturbant, je trouve, c'est que mon opinion, mais des ruptures très agressives, très nocives où c'est la guerre, ensuite, parce qu'on se dit: «Mais comment peut-on passer d'un état où on aimait la personne à cet état proche de la haine?» Mmh. L'amour normalement n'a pas de contraire, l'amour c'est l'amour. Mouais. Donc et puis voilà, après aussi il faut ajouter la confusion, c'est-à-dire qu'on peut être sûr, avoir une intuition, se dire que notre couple est arrivé en fin de cycle, qu'il faut rompre et que c'est mieux même pour l'autre personne et pour nous-mêmes, mais on peut être confus aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer à douter. Moi, j'ai commencé à douter. La culpabilité m'a fait douter et le doute Mmh. m'a ensuite c'est très pernicieux le doute, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de rien évidemment, mais à trop réfléchir, on se paralyse en fait. On Ouais, se il y a une perte paralyse dans un état, voilà, de dépression dans mon cas. ouais, il y avait une perte de repères, en fait, totale, à ce moment-là pour toi, en fait, finalement, ce que je Bah comprends oui, bien. je vis en Espagne, j'ai quitté mon pays pour, cette personne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens en France? Chose que j'ai d'ailleurs essayé avec un syndrome du retour, assez dur à porter. Parce que quand vous avez passé beaucoup de temps, dans un autre pays, votre propre pays de naissance devient Mmh. un pays un peu étranger pour vous. Ouais. Donc c'était pas facile, surtout que, voilà, je suis originaire de Paris, donc revenir sur Paris, c'est une ville un peu sportive. Oui, par rapport à ton lieu de vie, actuel. Voilà. Comment, alors, pour donner peut-être un peu d'informations à ceux qui nous écoutent, qui se posent des questions sur, ce que c'est que finalement la dépression aussi. Pour toi, comment ça s'est manifesté? Enfin, en tout cas, chez toi, comment s'est manifestée cette dépression avec le recul que tu as aujourd'hui? Évidemment. Ça a déjà été de l'anxiété, vraiment chevillée au corps. C'est-à-dire, ne avoir peur de la nuit même, avoir peur de Mmh. dormir, avoir peur du manque de sommeil parce que vous voyez les heures défiler, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin, vous avez pas vraiment fermé l'œil et donc vous suez, vous trempez les draps de sueur, vous avez vraiment cette anxiété qui f vous avez l'impression en fait, vous vous demandez si elle va partir un jour et évidemment plus vous focalisez sur elle, moins elle a envie de partir. Et avec les insomnies, ben, le corps, le cerveau ne fonctionne plus bien. Mmh. Vous avez du mal à sécréter, je suppose, les hormones, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine dont vous avez besoin pour vous sentir à minima bien et affronter la journée. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui devenaient très difficiles, hein, sortir acheter une baguette de pain, c'était un combat Ah oui, c'est un combat, et ça. ouais, ouais, c'est-à-dire que je me rappelle, d'une fois où je devais donc j'avais besoin de refaire, photo d'identité pour une carte d'identité. Et je suis resté, bloqué en fait devant, heu, l'interstice où je devais mettre la pièce. Mmh. J'arrivais pas à insérer la pièce pour pouvoir faire la photo. J'étais dans un état comme ça de paralysie anxieuse et là, on se demande vraiment ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on se reconnaît pas, on se regarde parfois dans la glace, on se dit: «Mais qu'est-ce que je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais plus qui je suis». Heu et donc là, il faut chercher de l'aide. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça au sérieux. Hem, je fais souvent le parallèle, mais si j'avais par exemple un mal de dents, j'ai vraiment fort, je vais, dans l'heure ou dans la journée chercher, un rendez-vous chez le dentiste. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on est dans un état émotionnel, comme celui que je viens de décrire et on devrait le faire parce que c'est vraiment l'esprit qui a mal. C'est, enfin l'âme qui c'est un mal-être profond et on ne devrait pas trop attendre, voilà. Donc il y a des psychiatres, des psychologues, on pourra en parler de la différence,
qui sont là pour, nous guider, pour nous aider, pour même nous donner, le cas échéant des médicaments. Alors j'étais moi évidemment contre la psychiatrie, contre les médicaments, ça on pourra en parler aussi. Oui, bah, question, pour toi à nouveau, pour quelle raison tu étais contre à ce moment-là? Parce que ça voulait dire assumer le fait que je suis débordé par moi-même, que j'arrive plus à gérer correctement ma vie, me sentir, défaitiste enfin me sentir, enfin assumer une forme de défaite, et je crois que ça a peut-être à voir avec l'imaginaire collectif. On est dans une société où il faut quand même fonctionner sur le marché de l'emploi, il faut être Mmh. productif, il faut lever la tête, il faut sourire, il faut pas trop parler de ses problèmes, il faut être fonctionnel quand même. Donc j'ai l'impression en particulier en France où ça change évidemment. Maintenant, il y a quand même une ouverture où on parle du fait qu'on fasse une psychiatrie de façon plus décloisonnée. Il y a d'autres pays où c'est quand même en c'est où je trouve que c'est admis, où ça fait partie du quotidien. Par exemple, en Argentine, j'ai côtoyé des Argentins là où je vis. En fait, pour eux, c'est tout à fait normal d'avoir un psychologue. C'est même bizarre si tu en as pas. C'est très bizarre, tu es bizarre. Tu as pas de psychologue, tu es pas bien dans ta tête. Mmh. Donc c'est presque l'inverse, alors, en tout cas, c'était l'impression que j'ai eue, et donc j'ai eu beaucoup de mal à passer ce cap, à me dire: «Bah non, en fait, Raph, tu as besoin d'aide, tu as besoin de voir un médecin, tout simplement». Alors c'est un médecin de la psyché, mais c'est un médecin. Donc mais j'ai peut-être c'est encore une fois, je pense parce que j'ai été quelqu'un de trop dur avec, lui-même. Vous avez sans doute des personnes qui sont plus douces avec elles-mêmes et qui auront beaucoup moins de mal à franchir ce cap. Ouais. Et donc en fait, finalement, tu reconnais, enfin, en tout cas, quand on a parlé de ce podcast, tu me parlais vraiment de cette idée du déni, que tu as mis du temps à reconnaître, finalement, que tu avais traversé une dépression. Tu en as un peu parlé, hem, mais qu'est-ce qui t'a aidé finalement à sortir du déni, à reconnaître cette maladie finalement, hein, parce que la dépression est une maladie? Qu'est-ce qui t'a aidé? Je crois que ce qui m'a aidé le plus, c'est d'être à l'écoute, de mes proches et de tout ce qui m'entoure, qui me disent, «Tu as peut-être arrêté, de prendre tes antidépresseurs trop tôt. Peut-être que tu as pas complètement guéri sur ce point. Peut-être que ça serait bien de refaire quelques séances avec un psy». Et donc là, vous vous dites: «Mais, là encore, est-ce vous pouvez être encore dans le déni, vous dire: «Non, non, mais ça va très bien, je peux pas passer ma vie à aller voir, un psy, il faut que j'ai un travail, j'ai plein de choses à faire». Mais je crois qu'en fait, si vous aimez vraiment les gens, vous les écoutez, surtout vos proches, ceux qui vous alors, parfois, ils vous veulent du bien, ils vous font du mal parce qu'ils présentent les choses d'une façon un peu trop dure ou maladroite. Ça, c'est Mmh. arrivé. C'est sûr que si vous dites à votre proche: «Écoute, arrête avec tes histoires, tu avances pas, va voir un psy, je suis pas là pour faire ton psy». Bon, c'est sûr que ça peut vous froisser un peu, mais c'est quand même utile. C'est-à-dire que ils ont aussi le droit. Ils vous fréquentent, vous êtes dans leur vie, ils ont le droit de vous dire quand ils estiment que vous pataugez encore. Et dans mon cas, je crois que même si je me suis beaucoup, j'ai beaucoup avancé sur la question, et qu'effectivement je me sens assez fort pour pas retomber dans un Mmh. état dépressif morbide, je me dis, «Tu peut-être pas complètement guéri». Voilà. Mmh. Quand on a par exemple, je reprends le parallèle parce que je trouve ça intéressant. Quand on a une un gros accident, une fracture ouverte, on subit une opération, il y a ensuite un suivi. Faut voir ensuite si avec la rééducation, on arrive à nouveau à marcher correctement. Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que oui, on a fait le plus dur, on a fait la grosse opération, mais il faut voir si des mois ou des années plus Ouais. tard, c'est vraiment guéri, si j'arrive Stabilisé. vraiment Mmh. voilà, si est-ce que c'est totalement stabilisé. Alors moi, c'est vrai que ce qui me dérange, et je crois que c'était un des freins, c'est qu'avec la psychothérapie, on ne sait pas, quoi. On a On du sait mal pas quoi? à on n'a pas de deadline, on n'a pas vraiment de visibilité sur le quand est-ce qu'on sera guéri? J'ai l'impression Mmh. que quand c'est un mal physique sur le corps, on a, des échéances. Voilà, monsieur, on vous a la fracture est résorbée, vous aurez, 10 séances de rééducation, ensuite ça sera fini. Bon, bah, on a une s c'est ça a l'air plus tangible, plus facile. Qu'est-ce qu'on en sait au final? Quand est-ce qu'on peut dire que l'âme, a guéri d'un état, dépressif?
quel est le critère? Donc c'est Ouais. ça en fait qui je me disais: «Bah oui, mais OK, donc je fais quoi? Je fais une séance de psy par semaine? 2. Je fais ça pendant combien de mois? Ensuite je passe à une séance par mois?» C'est très subjectif, c'est très, et donc j'avais toujours l'impression que si je me lançais là-dedans, j'allais faire, 25 ans de thérapie et j'ai pas envie, évidemment. Mmh. Mais bon, Mais tu l'as je fait? reste Tu as fait un peu de de oui, de j'ai fait de pas mal thérapie, j'ai fait pas ouais. mal de séances, mais beaucoup certaines personnes vous qui sont en thérapie depuis des années vous diront que c'est pas assez et elles ont sans doute raison. Ouais, je crois qu'il y a un peu toutes les expériences. Moi, pour ma part, ça a été 1 an et quelques mois. D'autres ont besoin d'un peu plus de temps. Ça dépend du rapport qu'on a aussi avec le thérapeute. Si on met vraiment, enfin, si on met les 2 pieds dans le plat ou si on tergiverse, ça peut arriver. Toi, en l'occurrence, tu dis, que tu avais donc il y avait ce frein-là aussi, d'aller voir, peut-être un psychologue avec, des doutes sur l'efficacité ou du moins l'intérêt d'être dans un dialogue thérapeutique. Quelle est ton expérience justement de la psychothérapie aujourd'hui avec le recul? Est-ce que, en l'occurrence pour toi ça a été aidant pour soigner cette dépression, pour, aller mieux? Oui, ce sont des personnes qui ont fait des études pour ça. Alors effectivement, il faut que ça matche avec il faut que vous vous sentiez, à l'aise, accueilli. Hem, je crois que déjà c'est forcément utile parce que vous cessez, d'être un poids, je suis désolé de le dire comme ça, pour vos proches. Vous allez chercher de l'aide d'une Mmh. personne dont c'est le métier, qui est rémunérée pour ça et donc déjà rien que pour cette pour moi, c'est déjà une raison suffisante. Donner un peu d'espace et de souffle à sa famille et aller plutôt que de passer trop de temps à ruminer tes problèmes et en parler à tes proches, aller vers un pro qui lui sera en plus, t'aiguiller. Hem, je crois aussi que si je puis me permettre, une petite parenthèse sur les médicaments, à un moment donné, j'arrivais tellement pas à dormir, j'étais tellement dans un état dépressif, grave, que j'ai quand même eu recours à du tertian. Donc Du c'est tertiaire. voilà, c'est un médicament assez Ah fort, oui, OK. et puis ensuite j'ai pris de l'anafranil. Donc certains diront que c'est de la drogue légale, seront contre. Je n'étais pas effectivement pour, mais ça m'a quand même aidé et ça a été une bonne béquille pour pouvoir me relancer, pour déjà me refaire dormir au moins, 6-7 heures. Oui, alors pour remettre dans le contexte, c'est parce Donc que toi, tu étais dans un cas de figure, tu l'as dit, hein, où en fait, tu avais une telle anxiété que tu ne dormais plus. Ton cerveau était dans un état vraiment presque de bug, hein. Enfin, moi, j'ai un peu l'image mmh du mh. bug informatique Oui, et oui. donc il y a là, on était dans une situation d'urgence où il fallait, d'abord, en tout cas pour toi, être auprès d'un médecin psychiatre, qui t'a prescrit, en l'occurrence, des médicaments, notamment pour, te t'obliger à dormir, en fait, pour te faire Mmh. dormir et c'est après enfin, la suite logique, c'était voilà, dormir, c'était la priorité pour ensuite retrouver une présence d'esprit et entamer, un travail thérapeutique avec, un psychologue. Si je comprends bien, c'était un petit peu ça Oui, oui. la chronologie? Oui, oui, parce que si vous êtes pas un minima, fonctionnel, que votre cerveau, dort, ou vous avez l'impression de dormir que de 3 heures par nuit, comment vous pouvez faire une séance de Oui. psychologie, convenable? C'est co encore une fois, c'est comme si voilà, vous venez de vous fracturer, la jambe, on va pas vous tout de suite, envisager de vous faire remarcher. Il va falloir déjà, remettre la l'os en place, vous passez au bloc opératoire. Il y a l'urgence d'abord. Il y a le Mmh. traitement d'urgence et donc je crois que c'est ce qui est dommage en fait, c'est d'en arriver là. C'est-à-dire que normalement, on devrait pas en arriver là. On devrait pouvoir aller voir un psychologue en amont pour prévenir peut-être ces cas-là. Ça, c'est je ne sais pas si c'est possible. Je pense qu'il y a aussi malheureusement des troubles, psychiques graves qui sont encore un mystère, dont on ne sait pas s'il y a une partie génétique ou pas. Donc loin de moi l'idée que ça réglerait tout, mais je pense que dans mon cas, j'aurais dû aller voir un psy en amont, Oui et en même temps, moi, en il y a bien t'écoutant, je me longtemps. dis, tu as fait comme tu as pu, c'est-à-dire que, bah, la vie, enfin, souvent, c'est aussi, agir au quotidien, enfin, il y a beaucoup d'inconscient. Notre histoire familiale nous conditionne beaucoup de nos prises de décision et de nos actes, à l'âge adulte. On n'en a pas conscience toujours et puis un jour ça, potentiellement, il y a une boîte de Pandore qui s'ouvre, enfin voilà, on fait comme on peut aussi. Moi, en t'écoutant, j'ai un petit peu cette image de quelqu'un qui a fait comme il a pu
et effectivement, à un moment donné, il y a tout le passé qui est revenu au galop et c'est à ce moment-là que finalement, t avec l'aide de la famille, tu as pris, tu as commencé à prendre soin de toi. Oui, et puis j'ajouterais qu'un des détonateurs, ça a été une phrase que m'a dite ma mère. Elle m'a dit: «Tu sais, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres». Et ça m'a beaucoup marqué, alors que j'étais dans un état, déplorable, mais ça a quand même ça m'a imprimé Mmh. et j'ai jamais oublié cette phrase et j'y repense souvent. C'est-à-dire que je me dis: «Raph, si tu veux vraiment aimer les gens, si tu veux les aider et en fait, il faut que tu sois bien déjà avec toi-même. Sinon, Mmh. comment veux-tu les aider? Tu vas être un poids, un poids dans le sens, objectif du terme. C'est pas pour, culpabiliser la personne qui a une dépression. Si elle a une dépression, elle a une dépression. Je vais pas lui dire: «Tu es un poids». Mais dans les faits, elle l'est. C'est très dur de vivre à côté de quelqu'un de dépressif. Parce que nous-mêmes, on n'est peut-être pas forcément au top, on a aussi nos soucis. Si en plus on doit gérer quelqu'un qui ne peut plus se gérer ou gérer son quotidien, ça devient compliqué. Surtout si c'est en plus un proche, quelqu'un qu'on aime, avec qui on n'a pas cette barrière émotionnelle, on c'est en ça que le psychologue est quand même mieux armé, je pense, et un vrai professionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va quand même réussir à avoir un certain détachement émotionnel. Ouais. Même si peut-être après en coulisses, c'est dur parce que cette personne, voit plusieurs clients dans la journée, toutes les semaines, donc on n'est pas des machines non plus. Mais je pense qu'effectivement, c'est bien que quand on arrive à avoir cette prise de conscience, on fait déjà un pas en avant. OK, je suis dépressif, je ne suis plus dans le déni, je vais chercher de l'aide d'un psychologue et ou d'un psychiatre. Et en plus de ça, je sais qu'en me soignant moi, je vais, prendre soin de ma famille, de ceux que j'aime et des gens en général. Ça, c'est déjà énorme. Ouais, c'est clair. J'aimerais revenir juste sur cette notion de déni dont tu as un petit peu parlé. Tu disais tout à l'heure que, bah, en fait, toi, dans ton cas, c'est effectivement tes proches qui t'ont aidé en te disant des choses à certains moments. Parfois, enfin, certains étaient un peu frontales et tu disais: «Bah, après voilà, c'est parfois nécessaire». C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que, si on est frontal avec quelqu'un qui est dépressif, le risque, en fait, c'est qu'il se braque, que cette personne se braque, que ça rend enfin, en fait, si elle est déjà dans le déni, a priori, si on la confronte à sa dépression, elle va juste se refermer comme une huître. Mais toi, tu dis qu'à l'inverse, ça a pu au contraire, te bousculer, si je comprends bien? Ça bouscule, ça peut oui, vous êtes sur la défensive quand vous recevez ce genre de remarques parce que c'est pas plaisant. C'est pas plaisant qu'on vous dise, «Tu as besoin d'un psy». C'est pas plaisant de dire qu'on vous dise: «J'en peux plus, va trouver un psy pour parler de tes soucis». Évidemment. Je crois que de toute façon, il y a des moments où si la personne est vraiment au plus mal, on ne dit pas ce genre de choses. Déjà parce elle est pas réceptive et puis on n'oserait pas. Enfin, moi personnellement, si je vois vraiment une personne qui est dans le mal, absolu, bien sûr que je lui dis pas ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est l'accompagner, prendre un rendez-vous pour elle et l'accompagner à sa première séance de psy, même les suivantes si elle en a besoin, ça oui. Je crois que mais ça veut pas dire que si plusieurs mois après ou années après, ça patauge encore un peu là et que la personne est quand même à minima remise et qu'elle est à même d'entendre, là oui, pourquoi pas. Je crois que de toute manière après c'est pas l'agressivité dans le ton, dans la forme, c'est jamais bon. C'est, la douceur triomphe toujours, de la dureté. Mmh. Donc mais je comprends aussi que ça soit pas facile. C'est parce que encore une fois, un un proche qui supporte, qui vit presque au quotidien ou au quotidien avec un dépressif, c'est aussi une personne, en détresse, d'une certaine Ouais, manière, qui va peut-être elle-même avoir besoin, d'aide, d'une psychothérapie. ouais, c'est très juste ce que tu dis. Je Donc pense que on est tous en fait candidats. C'est aussi ça, c'est pour éviter le déni et pardon et je referme la parenthèse. Je pense qu'en fait, il faut arrêter de se glorifier, arrêter de croire qu'on est des super héros et vraiment comprendre que ça peut arriver à tout le monde et à tout âge. Et mmh, donc quand on est un peu humble sur ce point-là, on se dit: «Bah, en fait, oui, tu sais quoi? Ouais, ouais, je vais faire les choses bien, je vais aller chercher de l'aide, je vais arrêter de fanfaronner ou de me mentir et puis surtout, je vais arrêter de» on s'en fout en fait, l'important c'est d'aller bien. Je veux dire, ouais, qu'est-ce que quel est le
personnage que j'essaie de défendre corps et âme ici. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a une belle carrière, qui travaille, 10-11 heures par jour, qui a jamais un mot de tête, qui a jamais un mal de tête, qui est toujours au taquet? C'est ridicule, ça existe pas. Donc il y a aussi c'est vrai qu'on vit quand même aussi à une époque où on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup on édulcore, on se présente sous son meilleur jour. Tout ça est très pernicieux parce qu'en fait, ça nous fait croire qu'on est vraiment comme ça et qu'on doit être comme ça. C'est pas Mmh. vrai, c'est pas vrai. Les meilleures entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ce sont des entreprises justement qui ont commencé à s'ouvrir sur le sujet, et donc qui ont proposé même, un budget de Mmh. psychothérapie à leurs employés. Alors soit à travers des plateformes en ligne, parce que c'est pratique, soit directement pour que la personne se trouve elle-même son psychothérapeute. Mmh. Voilà le genre d'entreprises qui vivent avec leur temps, qui ne sont pas dans le déni, elles non plus. Donc Ouais. je crois que le déni, c'est une affaire, collective là. Au-delà de la comment dire? De l'échange avec le d'un psychiatre et une psychologue, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à te soigner, à retrouver une lucidité, une clarté d'esprit, à réaffirmer ton identité, à sortir de la dépression? Oui, il y a eu 2 livres, importants, donc Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et les cinq accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ça a été important parce que le premier m'a fait prendre conscience que j'étais trop dans le passé, que je ruminais, donc une forme de morosité et de tristesse qui faisait partie de mon identité et que je m'inquiétais trop du futur. Je regardais le futur avec, Mmh. anxiété. Donc nous refaire prendre conscience que nous ne vivons de toute manière qu'au présent, que nous ne pouvons composer qu'avec le présent et que quand on est totalement dans le présent, qu'on arrive à focaliser sa pleine conscience sur le présent, on est beaucoup mieux évidemment. Et les 4 accords Toltec parce que le premier er étant que votre parole, pardon, Mmh. soit impeccable. C'est pas la parole qu'à l'endroit des gens, c'est la parole à l'endroit de nous-mêmes. Ah oui, la parole que Donc tu t'adresses à bah, toi-même. oui, c'est notre dialogue intérieur et si on est un minima conscient, alors pour ça, il y a des exercices faciles à faire, c'est-à-dire vous faites un checking matin, midi et soir par exemple, 3 fois par jour ou quand vous le sentez ou dès que vous vous sentez mal, que vous sentez que vos tripes, ça remue un peu, que vous avez de l'anxiété, Un bah checking? un Un checking checking de quoi? émotionnel un checking Mmh. émotionnel, c'est-à-dire vous vous demandez: «OK, qu'est-ce qui se passe en moi maintenant qui fait que j'ai de l'asthme, par exemple, ou que j'ai de l'anxiété, ou que d'un coup, j'ai peur, ou que je suis en train de suer là? Qu'est-ce qui se passe?» Et donc vous allez sans doute vous rendre compte, il y a probablement du subconscient, mais il y a des pensées qui ressurgissent à la surface et en fait, vous vous rendez compte que vous avez des accords, Don Mmh. Miguel Ruiz parle d'accords, donc des croyances que vous avez créées, nouées, admises, dès tout jeune, qui vous font souffrir. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, c'était, «Tu pas le droit de te reposer. Il y a Mmh. toujours potentiellement un souci. Il faut que tu sois dans un état d'hypervigilance. Là, même si tu as beaucoup bossé dans la journée, tu te sens un peu coupable quand même si tu te reposes». Il y avait ce genre de choses et en fait, c'est abyssal, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan de ma psyché qui consistait à répéter les mêmes patrons conditionnés et donc avec ce nouvel accord, que votre parole soit impeccable, tu t'es dit: «Bah non, je ne vais plus rien penser ou du moins je vais tâcher de ne plus rien penser qui aille à l'encontre de moi-même et de mon bien-être». Donc en fait, dès que mon cerveau est en mode, panique, il me dit: «Il faudrait que tu fasses ça, attention ici», bon, tout un tas d'anxiété sur tout un tas de sujets, l'argent par exemple et ben j'observe et j'essaye d'aider mon cerveau à se déconditionner, à lui dire: «Merci cerveau d'être dans un état d'alerte, mais cette peur psychologique n'a pas lieu d'être, elle n'existe pas». Mmh. Faut bien comprendre que la peur a un intérêt. Si, je sais pas, vous êtes face à un loup, affamé dans la forêt, oui, vous avez raison d'avoir peur, l'adrénaline monte, allez vous réfugier, courez, allez vous réfugier dans un arbre, c'est l'instinct de survie. Mais il faut bien comprendre que là, on parle de la peur psychologique. Et le cerveau n'a pas l'air de faire beaucoup la différence entre ce qui se passe vraiment là, face à moi et ce que je me mets dans la tête, le scénario, le film qui est dans ma Mmh. tête, le scénario catastrophe et effectivement, ces scénarios catastrophes et ben, ça crée, du cortisol ensuite, une tension dans le corps, une anxiété, potentiellement une dépression derrière. Donc voilà des livres qui m'ont donné des clés, des sortes de réflexes. Voilà, j'ai créé de nouveaux réflexes conditionnés,
mais cette fois-ci, axé sur mon bien-être. Oui. À quoi ça va servir que je me morfonde dans un état de culpabilité? Est-ce que ça va vraiment faire du bien à mes proches et au monde et aux commerçants que je vais croiser, chaque jour? Est-ce que vraiment, en fait, c'est pas une façon de leur faire du mal aussi? Donc c'est Mmh. c'est ça qui est pernicieux dans la culpabilité, c'est qu'on a l'impression que, oui, on se punit, on a la sentence qu'on mérite, mais en fait non, vous êtes en train de faire souffrir les autres. Il y a pas tellement beaucoup de différence entre se faire souffrir et faire souffrir les autres. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, grâce à ma dépression À travers oui, à travers tes lectures et ta et la dépression. lecture. En La fait, moi, lecture, ce bien que je sûr. comprends, c'est que ces livres ont aussi été, t'ont accompagné dans un travail d'introspection. Moi, ce que ça m'évoque, c'est quand même, il faut avoir une capacité, enfin, déjà, il faut s'autoriser à ressentir ses émotions et une capacité un petit peu à les nommer, à poser des mots sur ses émotions, ses sensations, ce qui est pas, toujours évident, hein. Il y a des personnes qui ont de grandes difficultés à faire ça. Donc c'est vrai que dans ton cas, je pense que tu avais peut-être déjà des capacités ou du moins qu'avec la psychothérapie, ça t'a permis d'apprendre à le faire. Hem, Ça j'avais à cœur de le préciser pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on parle d'alexithymie pour les gens qui ont une incapacité à, nommer leurs émotions et donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête pour, celles et ceux qui se questionnent. Voilà, ne culpabilisez pas si pour vous c'est un exercice qui est très difficile, c'est pas toujours, évident. Hem, Moi, j'ai une question encore pour toi, Raphaël. Comment tu te sens aujourd'hui? Là, on a beaucoup parlé du passé, de cette dépression, de cette volonté aussi de te soigner, de tout le parcours de soins aussi que tu as fait. Comment tu te sens aujourd'hui? Alors je me sens évidemment mieux parce que déjà, je suis capable de faire des nuits, complètes, décentes. Ça a été vraiment une peur aussi, hein, c'est-à-dire que d'un coup, la peur de ne plus pouvoir dormir. C'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut préciser quand même que à cause de cette dépression ou à l'i en raison de cette dépression, je sais pas trop comment le dire, j'ai quand même perdu, mon emploi. Mmh. Je crois que c'est intéressant parce que comme j'étais quelqu'un, pas carriériste, mais qui avait à cœur d'être toujours, au service des autres, d'être un bon employé, quelqu'un de fiable, donc ça a été très dur et en plus j'ai perdu mon emploi et donc derrière, j'ai eu beaucoup de mal, à rebondir et à me pardonner là encore et à me dire que c'est pas grave, qu'encore une fois, ça arrivait à bien des gens, que ça peut nous arriver et que faut pas en plus, voilà, se se culpabiliser et se dire qu'on retrouvera jamais ou qu'on n'est plus capable de bosser comme avant. Au contraire. Mais je crois qu'il y a tout un travail, pour moi à faire, encore sur mon rapport au travail. On pourrait parler aussi du rapport à l'argent, par exemple, Mmh. parce que l'argent a été aussi une source d'angoisse pour moi, donc ça a alimenté aussi l'anxiété et c'est lié bien entendu au travail, parce que si vous perdez votre travail et que vous avez l'impression que vous allez galérer à retrouver, forcément, heu, l'un est lié à l'autre. Je crois que là où je vais mieux, c'est que j'ai appris à être tendre. Je suis encore trop dur, hein, j'ai encore des réflexes conditionnés comme on disait, mais donc non, bien mieux évidemment et je sais que mais là où je me sens vraiment, optimiste, c'est que je ne prends pas ce que j'ai fait pour acquis. J'ai, l'intention de là refaire encore quelques séances de psychothérapie, donc je suis pas dans le déni et maintenant je prends les devants. J'ai pas besoin qu'on me le dise. J'ai Mmh. pas besoin qu'on me montre le chemin de la psychothérapie. Hem et donc après voilà, je vais sans doute faire qu'une séance par mois parce que j'ai aussi envie d'être forcément un peu dans la vie active, à pas toujours, réfléchir, analyser sur ma psyché, bien entendu. Mais, c donc oui, pour répondre à ta question, plutôt bien. Mais je suis quand même un petit peu vigilant, sans être hyper vigilant, sur, mon état. Mmh. Ouais. Il y a la volonté encore peut-être de clarifier certaines choses, mais cette fois-ci, on est plus sur, ce que j'entends moi, c'est un peu une idée de peut-être de préventif aussi pour éviter de retomber dans des, dans le enfin, la volonté de plus être dans le déni, ça c'est sûr et de clarifier certaines choses qui restent en suspens, peut-être encore des croyances limitantes, encore des injonctions Oui. un peu dures sur lesquelles tu as envie de travailler. Donc il y a une démarche déjà un peu plus, proactive. Oui, je pense que j'ai envie d'une vraie renaissance, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez friand de lecture, entre autres, des lectures de
liées à la sagesse, au développement personnel. On en a parlé de ces 2 bouquins, mais après il y a d'autres livres comme le Tao Te Ching de Lao Tzu qui sont des livres importants pour moi et souvent il y a une contradiction entre ce que je lis, ce que j'aime et ce que je suis vraiment capable d'incarner. C'est-à-dire qu'incarner la sagesse que je lis presque au quotidien, c'est difficile et donc c'est là que je me dis que ma psychothérapie ou que j'ai encore du chemin à parcourir. C'est-à-dire que c'est une chose de dire de reconnaître une vérité, c'en est une autre de l'incarner. Donc effectivement, quand Lao Tzu vous dit, «Finis-en avec tes problèmes, arrête de penser», c'est une phrase assez drôle, une formule comme ça. Vous dites: «D'accord, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que c'est même possible, humainement possible?» Je crois que c'est possible, c'est-à-dire que là, j'ai quand même entraîné mon cerveau à se reconnecter au présent, au corps et à la respiration, entre autres, à se reconnecter vraiment, à ce que je suis en train de faire aussi. Quand je fais une tâche, quand je travaille, j'essaie vraiment d'être à 100 sur ce que je fais et pas l'esprit ailleurs, à penser, au lendemain. Donc voilà, bon, c'était petite parenthèse et c'est vrai que j'ai toujours cette envie d'incarner, mes lectures et Mmh. c'est pas facile. Mmh. Je comprends. J'ai une dernière question pour toi. Admettons qu'un ami se confie à toi parce qu'il sait vraiment pas quoi faire pour aider une de ses proches qui est dépressive et dans le déni. Donc là, on est vraiment du côté de l'aidant. Il est démuni, il sait pas quoi dire, quoi faire auprès de cette personne. Toi, quel conseil tu aimerais lui donner? Bah, qu'elle raconte son histoire. Les personnes, dans le mal-être sont toujours plus enclines à vous écouter quand vous parlez de vous-même, en fait. Parce que ça elles se sentent pas jugées, elles ont la possibilité de s'identifier à vous et donc elles comprennent aussi qu'elles sont pas seules dans le bateau, qu'elles sont pas différentes ou bizarres ou qu'elles sont pas, à marginaliser. Mmh. Je crois que quand on parle de sa propre histoire, les gens sont assez, réceptifs. On aime tous les histoires. On aime bien, et surtout quand c'est avec honnêteté, c'est presque sans filtre. Donc je crois que vous soyez un parent ou un conjoint, vous pouvez c'est peut-être même l'occasion de réfléchir vous-même sur votre, psyché, votre état mental, votre vie et donc d'aider cette personne en lui disant: «Mais tu sais, moi aussi, dans ma jeunesse ou à telle période de ma vie, j'ai aussi, ressenti cette même émotion. J'ai été aussi dans une détresse psychologique». Donc et puis d'en parler, peut-être que ça peut Mmh. décloisonner le dialogue et vraiment aider la personne. Mmh. En fait, montrer, s'autoriser à être, un peu vulnérable pour mettre en confiance finalement l'autre. Oui, je crois que c'est encore une valeur, la vulnérabilité, la douceur aussi. Ce sont peut-être des valeurs, féminines, je sais pas, qui sont, parfois mal perçues dans certains domaines aussi, enfin dans Ouais. certains, j'allais dire secteurs ou domaines, enfin, je pense aux professionnels, mais et je crois que c'est en train de les lignes bougent un peu, heureusement. Mmh. Je crois que c'est aussi c'est bien qu'un homme, en particulier un homme, s'autorise à pas être dans la virilité, dans une, à porter un masque, de fonctionnalité, à être solide. C'est bien aussi s'il pleure, s'il admet ses fautes, s'il dit qu'il en peut plus. Peut-être qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes, voilà, qui ont l'air très bien en apparence, mais qui souffrent énormément de leur personnage. C'est-à-dire que quelqu'un de viril, qu'est-ce que ça veut même dire, en fait? Est-ce qu'on n'est pas, tous un petit peu vulnérables? Je veux dire, on vient au monde, on est nus, notre maman, nous a mis au monde dans la douleur. On est vulnérable déjà dès le début. On cherche l'air, donc je veux dire, il y a j'ai complètement revu mon dialogue intérieur. Je voulais être quelqu'un, qui brillait, à bien des égards et donc ça, je trouve, voilà, ça m'a fait beaucoup de mal, en fait. Cet ego, cette construction égotique, au final, m'a desservi et vient je pense que, pour conclure, je dirais que ma dépression est venue à un mo et a implosé parce que je ne pouvais plus vivre avec ce moi Ouais. En fait, que j'avais c'est la créé. dépression, ça a été comme un gros stop, face à toute la construction identitaire et aux faux semblants, c'est ce que je comprends, en fait, en t'écoutant. C'est un peu comme si c'est ton corps et ton esprit qui te disent: «Là, c'est plus possible, on est arrivé au bout du bout, quoi». Ouais, ouais, là, c'est bon,
La pièce, devait être terminée depuis longtemps, ce personnage ne Mmh. m'intéresse plus. Je veux plus l'incarner. Exactement. Merci Raphaël, c'était hyper, stimulant et touchant de t'écouter. Merci de témoigner avec, courage parce que c'est pas toujours simple de parler de sa dépression. J'espère en tout cas que cet échange, aura permis de donner un peu d'espoir à celles et ceux qui nous écoutent, pas ceux qui souffrent de dépression, mais aussi les aidants, parce que beaucoup de personnes se demandent comment elles peuvent aider des proches. Merci Raphaël et je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Mais non, ne pleure pas, il y en aura d'autres, et il y en a déjà d'autres. Et puis, il y a plein d'articles à lire sur notre site. Si à l'écoute de ce podcast, tu as envie de continuer à prendre soin de toi, je propose aussi des ateliers de sensibilisation et d'introduction à la santé mentale, ainsi que des séances thérapeutiques individuelles. Tu trouveras tout et encore plus sur le site soultapis.fr. Pour terminer, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le transmettre ou à laisser un avis. Cela a plein de vertus. Déjà parce que ton retour nous aide à améliorer et poursuivre notre travail. Le partager permettra à d'autres d'en bénéficier. Et puis toutes ces actions envoient un signal fort à l'algorithme qui poussera un peu plus ce contenu. À bientôt! À bientôt!